Bonjour Xavier Poussard, bienvenue dans cette matinale. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors j'ai une connexion un peu bricolée ce matin, j'espère que ça tiendra et que ça passera, mais en principe, ça devrait le faire. Eh bien, Voilà. pour le moment, ça va. On vous voit et on vous entend parfaitement, Xavier. Bien, dans ce cas-là, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour ce qui vous concerne, ce qui concerne votre actualité, qui concerne le fait que bien vous allez pouvoir nous livrer en exclusivité à Géopolitique Profonde les dessous d'une convocation par la police italienne. On a été assez médusé de l'apprendre. Mais vous allez nous expliquer très précisément les charges ou l'objet de cette convocation, tout du moins, avant de parler de charges. L'auteur ou l'organisateur d'une sorte de cyberharcèlement touchant l'épouse du président de la République, Mazette. Voilà. Alors en fait, c'est un énième rebondissement de ce qu'on appelle l'affaire Trogneux, c'est-à-dire euh, les poursuites engagées par Brigitte Macron contre ceux qui l'accusent en substance d'être un homme. Donc d'un volet qui concerne le cyberharcèlement, euh, qui sont des poursuites engagées en fait en août 2024, il y a un an, c'est-à-dire à la suite de deux bad buzz, de deux nouveaux bad buzz, qui étaient la fameuse photo de vacances de Brigitte Macron en maillot de bain sur le bateau. Pendant les vacances, en fait, c'était une photo qui avait été diffusée par elle en Slovénie et qui faisait partie d'un jeu de photos dont les autres photos avaient été diffusées par Voici et par Paris Match. Cependant, Voici et Paris Match n'avaient pas jugé opportun de diffuser cette photo qui avait atterri dans Elle en Slovénie. Et cette photo ayant refait surface avait été diffusée par Candace Owens à l'époque et avait fait plus de 20 millions de vues sur X et avait été massivement retweetée. Et ce, parallèlement à un buzz entraîné par une chanson de type chansonnier potache qui s'appelait La bite à Brigitte. Donc en fait, il y avait euh, ces deux, euh, ces deux buzz, quoi, si on veut. Et donc à ce moment-là, Brigitte Macron a décidé de porter plainte pour cyberharcèlement contre trois personnes. Trois personnes sont citées à l'origine. À l'origine, Zoé Sagan, c'est-à-dire Aurélien Poirson, la voyante de Natacha Ray, c'est-à-dire Amandine Roy, contre qui, à propos duquel les Macron font une fixette. Les Macron font une fixette sur la voyante de Natacha Ray, et moi-même, qui suis décrit dans le dossier d'instruction, qui est un dossier de 1200 pages que j'ai pu consulter et qui est intégralement à charge, mais qui est vide, et je suis décrit comme l'instigateur. Et on y a d'ailleurs, dans les PV, il y a d'ailleurs un courrier de la vice, enfin une note de la vice-procureure à Paris, qui s'appelait Aline Ollier, aujourd'hui elle est partie à Fort-de-France, mais qui venait du secrétariat d'État, qui était conseillère justice avant au secrétariat d'État chargé de l'enfance, et elle avait été nommée par les Macron vice-procureur de la section AC2, c'est-à-dire chargée de la presse et de la haine en ligne au parquet de Paris, et qui dit bien que le but de l'enquête, c'est de montrer que je suis l'instigateur. Donc comment tout cela a fonctionné? C'est-à-dire que comme il y avait deux buzz, il y avait trois personnes qui étaient nommées, moi-même, Aurélien Poirson et Amandine Roy. Et ensuite, pour montrer que c'était une campagne massive de cyberharcèlement, on a sélectionné 12 comptes qui avaient retweeté au hasard. Et ensuite, tous les moyens de la République ont été mobilisés pour retrouver qui se cachait derrière ces 12 comptes, avec des courriers à X, des courriers à Google pour retracer les numéros de téléphone associés aux adresses mail ou au compte X, retrouver ces individus, les identifier, les placer sous surveillance pendant des mois. On a dans tout le dossier d'instruction, il y a leur compte bancaire, leur déplacement avec des cartes, etc. L'individu s'est rendu à 300 mètres de son domicile pour aller acheter un Big Mac. Enfin, c'est ce niveau-là, quoi. Donc, en fait, Incroyable, on a suivi incroyable. 12 personnes des Kidam
Alors, il y a des professeurs, il y a un conseiller municipal à la retraite, des cas de sup, un handicapé à 75%, un chômeur longue durée. Enfin, il y a vraiment toutes sortes de toute la sociologie, quoi, à travers ces 12 personnes. Donc, on a suivi, on a épluché leurs comptes en banque, on les a retracés. Et un matin, en décembre, coup de filet, on les a levés à 6 heures du matin, perquisition, on leur a pris leur appareil et on les a placés en garde à vue avec une seule question, puisqu'il fallait démontrer que j'étais l'instigateur d'une campagne de cyberharcèlement mondial contre Brigitte Macron. La question en substance était: est-ce que vous connaissez Xavier Poussard? Bon, inutile de préciser que le type qui, pendant les vacances au mois d'août, a retweeté La bite à Brigitte, la chanson sur la bite à Brigitte, on lui demande: est-ce que vous connaissez Xavier Poussard? Il est sous le choc. Souvent, la personne ne me connaît même pas. C'est-à-dire qu'il voit sur les réseaux sociaux le truc qui défile, ça le fait rire et il retweet. Alors à ce moment-là, le policier lui montre: mais vous avez aussi retweeté son interview à Géopolitique Profonde. Et là, le type dit: ah, c'est lui. Ah, d'accord. Ah oui, j'avais trouvé ça intéressant. Enfin bon, les types sont un peu estomaqués, quoi, parce que c'est vraiment délirant. Mais c'est vraiment honteux. C'est-à-dire que c'est honteux, hein, de mobiliser Totalement. tous les moyens de la République. Enfin, vraiment, on est saisi d'un profond malaise quand on lit le dossier d'instruction, quoi. Enfin, vraiment. C'est-à-dire que des gens qui, enfin vraiment, alors en plus, il faut montrer que c'est coordonné. Alors il n'y a rien qui est coordonné puisque les choses défilent sur les réseaux sociaux. Bon. Donc ensuite, la procédure s'est poursuivie. Donc a été ajouté Bertrand Scholler, donc Aurélien Poirson, donc Zoé Sagan, Amandine Roy, etc., avec qui je n'ai jamais échangé. J'ai eu un appel téléphonique, d'ailleurs, elle le dit, pour un point technique, etc. Enfin, mais il n'y a pas de coordination. J'ai jamais rencontré Aurélien Poirson, j'ai jamais rencontré Bertrand Scholler. Ce que eux-mêmes disent dans les PV et ce qui est évidemment ce qui est public. Et puis en plus, il n'y a pas besoin de mener des enquêtes comme ça. C'est un retweet, c'est quelque chose qui par définition est public. Donc il n'y a pas besoin de prendre les appareils, d'espionner les téléphones, etc. Bon. Et donc, au bout d'un moment, moi, comme je suis résident en Italie et que j'évite de retourner sur le territoire national, étant donné le contexte politique, l'instruction décide de me disjoindre. C'est-à-dire que, en fait, il est en Italie, donc on ne peut pas auditionner. Ce qui est faux, puisque déjà ils avaient. Donc en fait, mon avocat ni moi n'avons reçu de documents nous signifiant que j'étais poursuivi. J'avais déjà proposé, dans le cadre d'une autre procédure, d'être auditionné au consulat de France à Milan en visio avec le Bastion, puisque s'ils ont des questions à me poser, je peux répondre. Et de toute façon, je dis exactement la même chose en public qu'en privé. C'est-à-dire que le principe, le choix éditorial que j'ai fait en couvrant l'affaire Trogneux à travers Fait et Documents, puis à travers Becoming Brigitte, c'est que tout ce qu'on a fait, que j'ai fait soit avec Natacha Arès, soit avec Zoé Sagan, soit avec Candace Owen, était public. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre ce qui a été fait en public et ce qui a été fait en privé. Et donc, je reçois mardi dernier donc un coup de téléphone de la Questura di Milano, c'est-à-dire en fait l'équivalent du bastion ou le siège de la police judiciaire de Milan, quoi. Qui me dit qu'ils doivent me voir en présence d'un avocat, est-ce qu'il y aurait besoin d'un traducteur, etc. Bon, alors moi je dis je serai disponible lundi prochain, et puis dans la semaine je me déplace quand même pour savoir de quoi il en retourne. Bon, je donne le numéro de l'inspecteur et là on me dit: ah bah oui, mais cet inspecteur il n'est pas là cette fin de semaine, mais c'est un inspecteur de la DIGOS. Alors, je savais pas du tout ce qu'était la DIGOS. Alors en fait la DIGOS c'est une branche de la police d'État italienne qui a des prérogatives comparables à la DST ou au bureau des affaires réservées des RG, mais qui fait aussi les déclarations de trajets de manifestation en préfecture. C'est-à-dire qu'en gros, globalement, c'est la police politique italienne qui a été créée pendant les années de plomb. Donc, c'est la politique italienne et renseignement pris, c'est considéré comme le service le plus prestigieux de la police italienne. Bon. Donc,
je récupère cette information et je reçois un coup de fil en me disant, mais en fait, finalement, vous n'avez pas besoin de venir accompagné d'un avocat. Bon, ayant eu 2 informations contradictoires, je viens avec une avocate et on me signifie donc à la DIGOS que je dois être auditionné donc prochainement, donc certainement en septembre, dans le cadre de cette plainte pour cyberharcèlement disjointe de Brigitte Macron contre moi. Voilà. Donc en fait, donc déjà on est dans quelque chose d'assez pénible parce qu'en fait ça veut dire qu'il y a une commission rogatoire internationale. Ça veut dire que les autorités françaises ont saisi le procureur de Milan. Donc ça veut dire que les questions qui doivent m'être posées ont été traduites en italien pour être posées par la police italienne. Donc je serai accompagné d'un traducteur. Donc les questions vont qui viennent de France vont m'être posées en italien, vont être traduites par l'interprète. Je vais répondre en français. L'interprète va les traduire en italien, les donner au policier italien qui va les faire remonter au procureur de Milan en italien et ça va remonter en France et être traduit en français. C'est-à-dire que c'est une débauche de moyens et en plus, comme les autorités françaises ne semblent pas faire confiance à la police italienne, ce qui est assez scandaleux, les policiers, mon audition par la police italienne sera supervisée par un officier de police judiciaire qui viendra depuis Paris. Donc, on est dans quelque chose d'assez délirant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette plainte pour cyberharcèlement? C'est une plainte pour cyberharcèlement en vertu de la loi Schiappa de 2018. D'accord? Qui était une loi, soi-disant, pour protéger les mineurs. D'ailleurs, il n'y a pas de traduction de cette loi en Italie, puisqu'en Italie, cette loi reste que pour les mineurs. C'est-à-dire qu'un adulte ne peut pas porter plainte pour cyberharcèlement. Donc, en fait, on est sur cette loi Schiappa et dans le cadre de la loi Schiappa, pour porter plainte pour cyberharcèlement, il faut se soumettre à une expertise psychiatrique. Or, l'audition, le dossier d'instruction révèle que Brigitte Macron a refusé de se soumettre à l'expertise psychiatrique. Alors on lui demande mais pourquoi vous portez plainte pour cyberharcèlement? Elle dit parce que ça devient ingérable cette histoire de je suis un homme, parce que quand je suis en déplacement à l'étranger avec Emmanuel Macron, toutes les compagnes ou tous les conjoints de chefs d'État sont au courant. En fait, je conçois que ça devient invivable, mais à ce moment-là, il faut s'expliquer assez simplement. Ils ont tous les moyens de communication, contrairement à moi qui n'ai pas du tout les moyens de construire une campagne de presse mondiale au sujet de la vie privée de Madame Macron. Bon. Donc, un petit paradoxe que je tiens à noter, c'est que c'est la même loi Schiappa qui décale le délai de prescription dans le cadre d'un détournement de mineur. Je m'explique, avant le délai de prescription était de 20 ans à compter de la majorité du mineur, et la loi Schiappa l'a décalé à 30 ans. Ce qui fait que dans le cas d'Emmanuel Macron, le potentiel détournement de mineur, mais qui est quand même caractérisé quand on prend la chronologie, en fait, ne sera prescrit que le 20 décembre 2025. Donc, en fait, Brigitte Macron me poursuit en vertu de la loi. Or, cette loi même est celle qui pourrait potentiellement la mener en prison. Donc là, on est sur un paradoxe énorme. Voilà, donc en fait, on est sur une instruction à charge. Alors, j'ai plusieurs avocats là ont consulté le dossier d'inscription, d'instruction. Le premier terme qui vient à la bouche de tous les avocats qui ont consulté le dossier, c'est effectivement le terme de nullité. Alors pourquoi cette plainte pour cyberharcèlement? Il faut comprendre comment. Alors d'abord, ce que je dirais à la police, c'est ce que j'ai dit, parce qu'en fait, n'ayant pas pu m'auditionner, m'ont été envoyés quelques journalistes à Milan, notamment France Inter et BFM TV, à qui j'ai accordé d'assez longs entretiens. On verra si c'est diffusé, mais déjà France Inter a rien diffusé. Et à mon avis, BFM diffusera rien, parce qu'en fait, ils viennent pour obtenir des aveux filmés, puisque en fait, la police en France est obligée de soulever les gens à 6 heures du matin
et de casser leurs portes et de leur prendre tous les appareils électroniques avant de poser deux questions. Hein. On peut quand même, dans une démocratie, on peut considérer qu'on peut quand même dialoguer. Bon, donc en fait, on m'a envoyé des journalistes pour essayer d'avoir des aveux, puisque la seule question, c'était vous êtes au centre, vous êtes la personnalité centrale de la diffusion de la rumeur. Et moi, j'ai dit, et ce que je vais expliquer aux policiers, ce que j'explique aujourd'hui, c'est-à-dire non. C'est-à-dire que, en fait, faut bien comprendre comment ça s'est passé. Moi, je rentre en contact avec Natacha Ray. Natacha Ray, c'est une femme qui dit que Brigitte Macron est un homme et qu'elle est son frère Jean-Michel Trogneux. Je rentre en contact avec elle en juin 2021. Or, quelques semaines, donc elle a sa thèse. Moi, je sais pas ce que je vais faire de sa thèse. Il y a plein d'incohérences d'un côté comme de l'autre. C'est une journaliste complètement amatrice. C'est vraiment, comment dirais-je, une intuition. Mais c'est intéressant, ça m'intéresse. Mais je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ça? Comment je relais ça factuellement? Or, elle va être placée en garde à vue à la demande de la famille Hozière et Emmanuel Anison découvrira par la suite qu'elle est placée en garde à vue par la famille Hozière à la suite d'une intervention de l'Élysée. Donc moi, premier relais de la rumeur, enfin de la thèse, si vous voulez, dans Faits et Documents à la rentrée 2021, en m'appuyant précisément sur la garde à vue. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la garde à vue d'une nana qui sur Facebook accuse Brigitte Macron d'être son frère, moi je relais pas, puisque actuellement je m'appuie sur la garde à vue. Ensuite, avec Natacha Ray, nos chemins se séparent et elle décide de médiatiser par elle-même sa thèse et fait une vidéo chez Amandine Roy le 10 décembre 2021. Or, à la suite de cette vidéo qui va buzzer, l'Élysée va annoncer porter plainte. C'est-à-dire que Brigitte Macron va sur RTL et sur TF1 démentir être son frère et annonce porter plainte. Donc là, on a une dépêche Reuters. On a une dépêche de Reuters. Brigitte Macron accusée d'être un homme, elle porte plainte. Donc là, ça part à l'international, puisqu'une dépêche Reuters est reprise partout, notamment par les médias russes et turcs, mais partout dans le monde, pour citer que les principaux pays. Donc ensuite, l'affaire se poursuit et elle est couverte, et à ce moment-là, Emmanuel Anison couvre également l'affaire, c'est-à-dire qu'elle couvre les procès, puisque la première dame fait un procès, la soi-disant première dame, parce qu'il n'y a pas de première dame en France. Elle n'a aucun statut. C'est pas une personnalité politique et elle n'a aucun statut. D'ailleurs, ce qui est scandaleux, que la police politique, la DIGOS, soit sollicitée dans le cadre de cette coopération européenne, puisque cette audition n'est pas du ressort de la police politique italienne, puisque Brigitte Macron, jusqu'à preuve du contraire, est un particulier. Je signale d'ailleurs que quand Brigitte Macron porte plainte, on est vraiment dans des abus de pouvoir à tous les niveaux. C'est-à-dire que quand elle porte plainte, elle ne va pas au commissariat porter plainte. Un commissaire divisionnaire est convoqué à l'Élysée. Et voilà. Voilà. Hein, donc, première étape, donc Natacha Ray est placée en garde à vue, l'affaire passe dans Faits et Documents. Deuxième étape, la vidéo avec la voyante, alors qu'ils attendent 3 semaines et l'affaire s'éteint. Non, faut qu'ils disent qu'ils portent plainte. Donc dépêche Reuters, ça part à l'international. L'affaire du coup devient couverte par un journaliste mainstream, Emmanuel Anison, qui va produire un livre et en fait l'Élysée va paniquer à l'annonce de la sortie de ce livre, puisqu'en fait ce livre, pour ceux qui l'ont lu, est assez en fait dérangeant pour le couple présidentiel, même si elle conclut que c'est une fake news. Le livre est quand même assez dérangeant. Et là, Emmanuel Macron va péter un câble et va aller sur TF1 et déclarer « Mon pire souvenir de président de la République, c'est ceux qui finissent par y croire et qui s'immiscent dans notre intimité. » Donc là, dépêche AFP cette fois, le pire souvenir d'Emmanuel Macron, ceux qui disent que sa femme est un homme. Et donc là, dépêche de l'AFP qui passe aux États-Unis. Et c'est là que le dossier passe pour la première fois aux États-Unis, avec une reprise dans le New York Post et ensuite Candace Owens. Donc là, on est le 8 mars 2024. Et pendant le week-end, donc reprise dans le New York Post, etc., partout dans la presse internationale, puisque c'est une dépêche de l'AFP. Alors après, les gens habillent avec des illustrations, etc. Et puis Candace Owens reprend le 11 mars 2024. Donc, on voit qu'à chaque étape de la circulation de la rumeur est due à ce qu'on appelle l'effet stressante. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les Macron qui ont, par leur stratégie de communication, eux-mêmes rendu international la rumeur. Ensuite, le dernier épisode en date, alors ensuite, Candace Owens. Candace Owens, moi j'avais fait une interview chez Candace Owens. Elle s'était dit, bon, on verra ce qu'on en fait. Et puis quand elle rentre d'Europe, début janvier, elle trouve un courrier de 102 pages des Macron
qui lui explique avec des choses complètement hallucinantes du genre et quand bien même Emmanuel serait gay et quand bien même Brigitte serait trans, qu'avez-vous contre les personnes LGBTQIA+. Donc elle rédige les questions pour que la diffamation soit engagée, puisqu'aux États-Unis, quand vous recevez la diffamation aux États-Unis, c'est pas du tout comme en France. C'est-à-dire que en France, c'est assez facile de poursuivre quelqu'un pour diffamation, mais vous gagnez pas grand. Alors qu'aux États-Unis, c'est très difficile, mais les réparations, ça peut être des centaines de millions de dollars. Hein, c'est vraiment très important. Donc en fait, elle reçoit le courrier et donc là, pour que la diffamation soit engagée, elle a le droit de poser des questions. Donc elle pose une série de questions qui sont très simples. Je veux bien croire que cet individu que vous me présentez, c'est Jean-Michel Trogneux, mais est-ce que je peux voir une photo avec sa sœur dans les années 70 ? Enfin, un certain nombre de documents évidents, quoi. Et il y a 72 heures pour avoir une réponse. Elle reçoit pas de réponse. Elle voit avec ses avocats que en fait la procédure est assez bidon. Et là, elle se dit c'est génial, j'ai une mine d'or. Et elle décide d'en faire une vraie série. C'est pour ça qu'elle fait Becoming Brigitte avec une série en plusieurs épisodes. Puis en plus, à chaque fois, ils envoient des courriers. Donc en fait, ça crée des rebonds et ça devient de l'infotainment. Donc encore une fois. Et le dernier épisode en date, qui était, l'avant-dernier épisode en date, parce qu'il y en a encore d'autres, c'était la gifle, c'est-à-dire qu'il y a cette histoire de gifle. Si ils ne réagissent pas, non mais s'ils ne réagissent pas, ça buzz pendant 3 heures et on n'entend plus parler. Or, ils décident d'expliquer que c'est des images générées par IA, boostées par les Russes, etc., etc. Or, toute la presse mondiale voit le communiqué, puis voit que les images sont brandées Associated Press, c'est-à-dire l'agence de presse officielle des États-Unis. Donc là, bad buzz mondial qui va durer encore une semaine et faire ressurgir effectivement la rumeur. Et dernier effet stressant, c'est-à-dire c'était les poursuites engagées contre Brigitte Macron, par Brigitte Macron contre Natacha Ray et Amandine Roy. Et là, la cour d'appel a cassé le jugement. Et il faut savoir quand même qu'il y avait 18 passages de Natacha Ray poursuivis par Brigitte Trogneux et Jean-Michel Trogneux, donc ça fait 36 passages, plus 24 passages au total pour Amandine Roy. Donc ça fait 50 passages. Donc c'est une relaxe totale sur 50 passages. Donc c'est une victoire totale. Et là, donc déjà, on se dit, déjà, c'est encore le bad buzz. Et là, comme si ça suffisait pas parce qu'ils en veulent encore, il faut aller en cassation. Donc ça repart. Donc en fait, ce que je vais expliquer simplement à la police, comme je l'explique aujourd'hui, mais comme je l'ai expliqué à BFM, mais à mon avis ils le passeront pas, comme je l'ai expliqué à France Inter et elle l'a pas passé, pas grave. C'est qu'en fait c'est juste, au niveau strict de la diffusion de la rumeur, c'est juste un cas d'école de tout ce qu'il faut pas faire en termes de public relations, en termes de relations publiques, et qui sera enseigné plus tard, le cas Brigitte Macron, dans toutes les écoles de communication, comme étant le manuel exact de tout ce qu'il faut pas faire. Donc ensuite, ils sont, comme en fait, c'est un couple qui fonctionne dans l'inversion. En fait, ils sont toujours dans l'inversion. Donc en fait, il faut qu'il y ait un coupable. Et donc en fait, moi, je vais être désigné parce qu'en fait, j'ai simplement couvert l'affaire. Mais comme Emmanuel Anison a couvert l'affaire, sauf que je suis pas arrivé aux mêmes conclusions qu'Anison. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit aux journalistes de BFM, c'est un signe de bonne santé démocratique après tout. Il y a 2 journalistes, un de droite, une de gauche, qui couvrent une affaire. Elle arrive à des conclusions, moi j'arrive à d'autres conclusions. Voilà. Donc à la limite, ça pourrait être considéré comme un signe de bonne santé démocratique. Donc voilà. Donc je suis considéré comme l'instigateur. C'est-à-dire, dans toute la procédure, je suis désigné comme l'instigateur. Or, il n'est pas quand même très compliqué. Je veux dire, il y a des failles logiques très profondes. C'est-à-dire que, en fait, j'ai couvert l'affaire dans Faits et Documents, qui est une revue distribuée uniquement sur papier. Il n'y a pas d'abonnement numérique à Faits et Documents. Donc, est-ce qu'il y a du cyber? Il n'y a pas de cyber. Becoming Brigitte. Je sentais le coup venir, parce que la question s'est posée, est-ce que je le mets en format Kindle sur Amazon? Je sentais le coup venir. Il n'est qu'en papier. Donc, il n'y a pas de cyber. Ensuite, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai créé mon compte X en février 2025. La plainte porte sur ce qui s'est passé avant août 2024. Donc en fait, tout est bidon, et je le redis, pour qu'une procédure de cyberharcèlement soit engagée, il faut une expertise psychiatrique qui prouve que la santé mentale a été altérée par
le cyberharcèlement. Or, Brigitte Macron a refusé de se soumettre à l'expertise psychiatrique. Enfin, tout ça est très fatigant parce que ça fait perdre énormément de temps. Donc hier, trois inspecteurs de la Digos, plus mon avocate italienne, plus moi-même, avons perdu une demi-journée à cause de ces singeries. Et en septembre, un OPJ envoyé de Paris. Donc, faut payer le billet d'avion, l'hôtel, etc. Plus les 3 inspecteurs de la Digos, plus mon avocat français, plus mon avocat italien, plus moi, donc 8 personnes, allons perdre une journée entière pour expliquer ce que je viens d'expliquer. Voilà. Donc en fait, et puis avec en plus vraiment vraiment en fait, je vous dis quand vous voyez le dossier d'instruction et que vous voyez surtout en fait les 12 personnalités anonymes, les 12 kidam qui ont été suivies. Vous m'entendez? J'en étais simplement pour dire que cette procédure, quand on consulte le dossier d'instruction... Vous avez été arrêté au moment des kidam, de ces malheureux et de ce voilà. qui Et donc, en fait, plus tracé. on est saisi d'un profond malaise quand on voit, en fait, c'est pas seul. Donc, d'abord, il y a en fait, d'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire autant la rumeur s'exporte très bien à l'étranger, autant les procédures initiées par les Macron s'exportent très, très mal à l'étranger. C'est-à-dire que Candace Owens reçoit des courriers qui n'ont aucune traduction en droit américain. Moi, j'avais été convoqué l'an dernier à cause de la polémique du qui. Les carabiniers ne comprenaient même pas de quoi il s'agissait. Puis je pouvais même pas leur expliquer qu'un jour un général était passé chez Morandini, alors qui était le général de Labarde était passé chez Jean-Marc Morandini, avait dit qui et que le CRIF avait décrété que donner la liste des propriétaires des médias en France était un même antisémite. Enfin, si vous voulez, ça n'avait aucun sens. J'avais expliqué aux carabiniers, si vous voulez, c'est comme si un journaliste de la Gazzetta dello Sport donnait la liste des joueurs de l'équipe de France et était accusé de racisme anti-noir, quoi. C'est à peu près du même acabit. Ils ne comprenaient même pas de quoi il s'agissait. Là, de la même façon, le procureur de Milan n'a même pas compris de quoi il s'agissait. C'est-à-dire qu'en fait, je suis poursuivi pour cyberharcèlement, mais le procureur de Milan a mis entre point d'interrogation, diffamation, enfin, sans comprendre de quoi il s'agissait. Donc en fait, et donc là, quand on voit ces kidam, en fait, ça ne fonctionne que parce que la justice, parce qu'en fait, tout le monde a le doigt sur la couture du pantalon, que ce soit au niveau de la haute fonction publique, que ce soit au niveau de la magistrature et au niveau de la police. Voilà. Et c'est extrêmement dérangeant d'avoir mis 12, quand on lit la procédure, je vous jure, on voit en fait les moyens déployés pour identifier un type qui a retweeté la chanson La bite à Brigitte. Donc en fait, il y a des demandes à Google, à X. Ensuite, on identifie l'individu. Ensuite, vous avez des pages et des pages sur les déplacements avec les trajets des gens parce que leur téléphone borne, du coup. Donc on a identifié. C'est scandaleux, mais c'est absolument scandaleux. Google Maps. Alors voilà. Et puis après, vous avez les relevés de compte bancaires. Et donc en fait, le déplacement plus le relevé de compte bancaire montre qu'il allait s'acheter des clopes ou un McDo. Et tous les moyens de la République. Et alors ensuite, on lève les gens à 6 heures du matin pour leur demander s'ils connaissent Xavier Poussard, s'ils regardent Géopolitique profonde, etc. Mais enfin, c'est vraiment ça. Alors voilà, donc en fait, on est encore une fois dans le ridicule le plus absolu. Je sais pas où tout ça mène, sachant qu'en même temps, il y a un contexte international. Votre invité précédent en parlait sur effectivement les intentions de Trump, qui donnent lieu à d'intenses débats, mais avec Donald Trump, comme toujours, faut passer l'écume des jours et regarder le résultat sur l'affaire Epstein. C'est quoi la conséquence principale? C'est qu'on n'a jamais parlé autant de l'affaire Epstein. C'est sûr. Et une autre conséquence qui est assez fascinante, c'est-à-dire que l'opposition à Trump, ce n'est plus les démocrates, mais ça devient les MAGA. Donc en fait, c'est exactement comme en Russie, c'est-à-dire que les opposants à Poutine sont ceux qui trouvent que Poutine ne va pas assez loin. Je rajoute que ça sert à rien de se rendre malade en regardant BFM TV et en se demandant ce que fait Trump, puisqu'il faut se dire que les gens qui sont eux réellement dans la liste d'Epstein, eux, à mon avis, font des nuits blanches depuis 15 jours. Ouais. Voilà.
Donc, conséquence numéro 1, on n'a jamais parlé autant de l'affaire Epstein. Conséquence numéro 2, on voit la sphère MAGA expliquer pour la première fois ce qu'était vraiment l'affaire Epstein. Personnellement, j'y travaille en ce moment avec Candace Owen. C'est pour ça que la procédure des Macron me fait perdre du temps et est vraiment pénible. Voilà, donc il y a tout ce contexte international dans lequel les Macron sont pas dans le coup. C'est-à-dire qu'ils sont pas avec Trump, ils sont pas avec Poutine, ils sont pas avec Xi Jinping, ils sont pas avec les Turcs. Ils sont, j'ai déjà expliqué ça, ce sont c'est un produit politique des années 80. En fait, ils sont du XXe siècle. Voilà. D'ailleurs, en fait, un des éléments de preuve dans le dossier, c'est que dans une émission, j'explique, penser que l'affaire Trogneux va s'arrêter parce qu'on a coupé le compte Zoé Sagan, c'est vraiment ne rien comprendre, puisque la diffusion de l'information aujourd'hui est internationale. C'est quand même pas compliqué. On peut chacun constater que quand il y a une inondation en Indonésie, on a les images les plus impressionnantes sur X. C'est-à-dire que la diffusion de l'information, c'est la mondialisation de l'information. Donc penser que parce qu'on va couper Zoé Sagan et qu'on va faire renvoyer Xavier Poussard de Faits et Documents et qu'on va envoyer un courrier à Candace Owens, parce que c'était ça la stratégie qui a été mise en place à l'été 2024, c'était de dire, bon, on coupe Zoé Sagan. Donc Poussard perd sa carte de résonance. Ensuite, on fait virer Xavier Poussard de Faits et Documents en exerçant des pressions, notamment fiscales, mais d'autres. Donc, Xavier Poussard viré de Faits et Documents. Donc là, Candace Owens, elle perd ses deux interlocuteurs en France et on lui envoie un courrier de mise en demeure et elle va se dire, bon, il n'y a plus personne en France et après tout, on me demande simplement de supprimer des vidéos. Donc voilà. Donc c'était ça la stratégie. En fait, ça complète. Et avec, en septembre, intervenait entre les deux la condamnation de Natacha Ray et Amandine Roy qui permettait de dire, bah regardez, c'est la rumeur maintes fois débunkée, la preuve, ceux qui l'ont propagée ont été condamnés. Mais aujourd'hui, toute cette stratégie est un champ de ruines. Toute cette stratégie a été intégralement ruinée de A à Z, puisqu'il n'y a plus de condamnation. Finalement, Candace Owens, ça fait Becoming Brigitte. Il y a un livre de 300 pages qui permet à chacun Becoming Brigitte, devenir Brigitte en français, qui permet à chacun de se faire une idée assez simplement sur l'affaire. D'ailleurs, ce que je dis aux gens, à ceux qui sont les plus sceptiques, vous lisez le livre d'Emmanuel Anison, L'affaire Madame, et vous lisez Devenir Brigitte de Xavier Poussard. Vous avez la journaliste qui a expliqué que c'était une fake news et le journaliste qui a expliqué que c'était vrai. Donc voilà, comme ça, vous vous faites une idée du dossier en une demi-journée. Et aujourd'hui, les Amandine Roy et Natacha Ray ont été relaxées. Donc en fait, cette convocation de la police italienne, en fait, qui devait être en quelque sorte la cerise sur le gâteau dans leur stratégie, est en fait le dernier est en fait leur dernière défaite. Et donc ce contexte international est un contexte national avec effectivement la loi sur du budget qui va arriver à l'automne et qui est là est la loi de tous les dangers puisqu'en fait c'est la grande saignée qui est annoncée et on voit des jonctions entre le mouvement anti-ZFE, les gilets jaunes et le mouvement c'est Nicolas qui paye qui est un mouvement anti-fiscaliste porté par des trentenaires classe moyenne supérieure. Ça c'est très très intéressant hein, avec des projets en fait de blocage du pays mais la convergence. Voilà, le 10 septembre. Mais sans manifestation et en fait de résistance passive, ce qui me semble très intéressant puisqu'en fait quand on est dans des stratégies de résistance passive, ce régime qui ne tient que par la terreur et par la répression se trouve complètement perdu. Donc en fait, puis au niveau parlementaire, effectivement, une censure du gouvernement qui pourrait arriver, mais en fait, ça me semble assez secondaire dans la période actuelle. Les histoires parlementaires, je pense on change vraiment d'époque. Donc ce pouvoir devient fou. On voit quand même les suicides de Monsieur Éric Dénessé et de Monsieur Olivier Marleix, qui avaient été deux des principaux enquêteurs sur l'affaire Alstom, où en fait, c'est-à-dire qu'Olivier Marleix avait bien conclu qu'Emmanuel Macron était au cœur du pacte de corruption qui avait permis la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric. Hein, donc Macron était bien au centre du pacte de corruption. Et lui concluait. Alors en fait, d'ailleurs il y avait plusieurs éléments. C'est-à-dire que en fait, on nous avait vendu que cette vente s'était décidée en 2014. Or en fait, il y avait une antériorité. C'est comme sur la rencontre entre Brigitte et Emmanuel Macron, il faut toujours reprendre la chronologie.
Hein, c'est comme dans l'affaire Epstein, on nous dit Epstein et Maxwell se sont rencontrés en 92 à New York après la mort de Robert Maxwell. Or, en fait, un officier du Mossad, Aryeh Ben Menaché, révèle bien qu'ils se sont connus dans les années 80 dans le bureau de Robert Maxwell et qu'en fait, ils ont pris les deux la suite de Robert Maxwell. Donc, c'est toujours la chronologie qui est important et qui permet effectivement de dévoiler la vérité. Sur l'affaire Alstom, on voit dans la commission Marlex que dès l'été 2012, les banquiers de Bouygues se déplacent aux États-Unis pour vendre leur part dans Alstom. Or, qui est le banquier de Bouygues? C'est la banque Rothschild, par l'intermédiaire effectivement de Monsieur Grégoire Chertok, qui a un rôle central. Et ensuite, en octobre 2012, Emmanuel Macron, alors secrétaire général à l'Élysée chargé de l'économie, commande un cabinet de conseil le rapport qui conclut qu'il faut bien vendre la branche énergie d'Alstom. Ensuite, il y a effectivement les commissions qui sont versées et qui arrosent absolument tous les réseaux. C'est-à-dire qu'on a les réseaux Cato qui sont arrosés par l'intermédiaire de Clara Guémard, qui est à l'époque présidente de GE en Europe ou en France. On a les réseaux maçons par l'intermédiaire de Fuchs. On a tous les réseaux LR par l'intermédiaire de l'époux de Madame Pécresse. Enfin, vraiment, tout le monde est arrosé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Olivier Marlex concluait, en fait, si vous voulez, quand Emmanuel Macron doit financer sa campagne de 2017, il va bénéficier d'un prêt d'une police d'assurance de CSI Saint-Honoré, qui est en fait dirigé par Pierre Donnersberg et qu'en fait un dominion de l'empire Rothschild. D'ailleurs, Donnersberg fait l'intermédiaire entre les différentes branches de la banque Rothschild, notamment celle de Paris, c'est-à-dire David de Rothschild, et celle de Suisse, qui est aujourd'hui représentée par Ariane de Rothschild, qui, elle aussi, figure dans les dossiers Epstein, par exemple. Hein. Tout ce système est lié. Hein. On découvrira à la fin que derrière l'opération Macron et derrière l'affaire Epstein, ce sont les mêmes. C'est pour ça que l'affaire Brigitte n'est pas un dossier périphérique. C'est un dossier absolument central. Et il y a aussi un lien entre l'opération Brigitte et l'opération Alstom, comme l'a démontré Éric Stemmelen. Et Éric Stemmelen, reprenant les travaux effectivement d'Olivier Marlex sur le pacte de corruption, avait conclu qu'en fait le pacte de corruption allait bien plus loin que des commissions qui avaient été distribuées ou le prêt qui avait permis le financement de la campagne d'Emmanuel Macron, mais avait été en fait par les mêmes acteurs, essentiellement par la banque Rothschild, la constitution d'un oligopole médiatique qui avait porté Emmanuel Macron au pouvoir, puisqu'on voit que sur le rachat de SFR et la constitution de l'empire de Patrick Drahi à l'époque, en fait, c'est la banque Rothschild en liaison avec Macron à Bercy qui est à la manœuvre à l'époque. On voit que sur le rachat du Parisien à la famille Amaury par Bernard Arnault, c'est la banque Rothschild par l'intermédiaire de Grégoire Chertok qui intervient. On voit que dans le rachat du Monde par le trio Berger, Pigasse, Niel, pareil, on retrouve Emmanuel Macron qui, à l'époque, est là pour le compte de la banque Rothschild. Donc, en fait, on voit que dans la constitution de cet oligopole médiatique qui est porté parce qu'en fait, la campagne de Macron, c'est pas, il a financé les meetings, c'est pas ça qui est important. C'est la campagne d'affichage qui a eu lieu partout en France. C'est même pas ce qui est écrit dans les journaux. C'est que sur tous les kiosques, il y avait la photo d'Emmanuel Macron, les sujets de télévision, etc., etc. Donc, en fait, et donc l'affaire Alstom est la pierre angulaire. Et ensuite, par quoi Macron est-il tenu? Et là, on arrive effectivement à l'affaire Brigitte avec la question que pose effectivement le dossier Trump, qui va être médiatisé par sa nouvelle opposition, qui est la sphère MAGA. Voilà. Avec Candace Owens, qui révèle effectivement que Emmanuel Macron s'est déplacé en février dernier à la Maison-Blanche, 2025. Dans le cadre des négociations sur l'Ukraine, et a dit en substance à Donald Trump, écoute, je n'interviendrai pas dans les négociations sur l'Ukraine, je ne créerai pas d'obstruction si tu demandes à tes influenceurs d'arrêter de parler de Brigitte. Il y a quoi c'est engagé une négociation entre la Maison-Blanche et Candace Owens jusqu'à un appel de Donald Trump qui lui explique ça. Alors, j'avais été mis dans la confidence et on m'avait dit de pas le raconter, mais c'est exactement d'ailleurs ce que dit Candace Owens. En fait, j'aurais pas pu le raconter parce que si on
enfin, si je l'avais raconté, on m'aurait juste pris pour un fou. Pour un fou, c'est ça, c'est tellement Voilà, sidérant. on m'aurait pris pour un fou. Alors c'est pour ça que quand j'ai reçu, j'ai compris que c'était la Digos, c'est-à-dire la police politique italienne qui me recherchait, je me suis dit, Macron est tellement siphonné qu'il est capable, quand il allait début juin voir Meloni au Palazzo Chigi, il est capable d'avoir dealé, je sais pas quoi, un certain nombre de trucs en échange de mon extradition. Je me suis dit, il est capable. En fait, il est capable de ce genre de trucs. Alors, cela dit, c'est très compliqué, en fait, l'extradition par rapport aux Italiens, puisque les Italiens en veulent beaucoup à la France pour ce qu'on a appelé la doctrine Mitterrand. C'est-à-dire que pendant des années, les autorités italiennes ont réclamé à la France des terroristes rouges des années de plomb, en particulier Cesare Battisti, qui est un peu le symbole, et les autorités françaises, par la doctrine Mitterrand, ont non seulement refusé de les livrer aux autorités italiennes, alors que c'est des gens qui avaient quand même mis des bombes. Enfin, il y avait des morts, quoi. C'était pas des gens qui avaient écrit des livres. C'est des terroristes. Donc, les autorités françaises ont non seulement refusé de les extrader, mais en ont fait des pontes de la littérature, du monde culturel ou de l'université pour ce qui est de Toni Negri. Donc, en fait, les Italiens en veulent énormément à la France pour son attitude dans ce qu'on a appelé la doctrine Mitterrand. Donc, je me disais quand même, mais en même temps, si vous voulez, ça paraît tellement délirant. C'est-à-dire que quand vous imaginez la tête de Trump, que Macron lui disant, écoute, je crée pas d'obstruction sur l'Ukraine si la sphère MAGA arrête de parler de ma femme. Et en fait, la France, alors c'est très très compliqué pour les Français de mesurer ça. Et en fait, je me demandais pourquoi mes conclusions étaient aussi facilement admises à l'étranger. Je le vois dans les réactions Ouais. en Italie, de gens de tout milieu ou aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est très très facilement admis. Et en France, même au sein de la population, il y a un certain blocage. Mais en fait, c'est la comparaison, c'est quand vous avez un ami, par exemple, qui est cocu. Ça vous est déjà arrivé, vous avez un ami qui apprend qu'il est cocu. Et en fait, il y a un mécanisme de négation. C'est-à-dire, il dit, enfin, ça doit être autre chose. Quelqu'un qui s'est fait arnaquer. C'est-à-dire, non, ça doit être autre chose. Et pendant quelques semaines, il cherche, il s'invente des explications, puis finalement, il admet. Et donc, en France, on est dans cette situation-là, puisqu'en fait, c'est tellement gros de se dire qu'on a une incompétence telle et un danger tel à la tête de l'État que qu'effectivement la population a un effet de sidération et de déni effectivement Mais oui. euh, par rapport au dossier. Mais ce dossier sert et est aussi une toile de fond qui va effectivement vers cette rupture et en termes de discrédit en fait des autorités, qu'elles soient médiatiques, politiques, etc. Et je pense que tout va se coaguler effectivement à la rentrée avec la grande saignée que va tenter d'imposer la Macronie, donc le pouvoir bancaire en Le fait qui plan est derrière la budgétaire. Macronie. Hein. C'est comme Alain Minc avait expliqué au moment des retraites, quand votre créancier vous explique qu'il faut le faire, il faut le faire. Hein. C'est ça. Alain Minc, en général, faut suivre Alain Minc qui dit à peu près tout. Donc en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le pouvoir bancaire va imposer une grande saignée à la France. Le couple présidentiel est chargé d'être l'incarnation de ce pouvoir, et à ce moment-là, une colère sociale tous azimuts va monter, et en tout cas, les services de l'État craignent vraiment un blocage du pays à la rentrée. D'où les phénomènes de panique, c'est-à-dire tout ce que l'on peut empêcher, le fait de. Vous pouvez confirmer, par exemple, Xavier Poussard, que Géopolitique Profonde est identifié dans ce dossier d'instruction. Voilà. Alors il y a deux médias qui sont identifiés, Géopolitique Profonde et dans une moindre mesure le média en 442, avec effectivement une fixette sur Monsieur Franck Pingam, qui Le est président cité, fondateur de Géopolitique Profonde. voilà, qui est cité à de multiples reprises. Et alors on demande à des gens qu'on a suivis pendant 3 mois, qu'on a espionné, qu'on a retracé, s'ils regardent Géopolitique Profonde. Voilà. Donc en fait c'est ça aujourd'hui.
enfin, en fait, je vous dis, quand on lit le dossier d'inscription, on est partagé entre le rire, le malaise et, enfin, vraiment, c'est visqueux, quoi. On est partagé entre plusieurs sentiments, le rire, le malaise, le dégoût, et se dire, et ce qui est effrayant quand même, c'est l'obéissance. Mais ça, on le sait depuis les épisodes. C'est-à-dire faut quand même savoir que les magistrats et les policiers qui ont traqué les résistants en expliquant que c'était des terroristes en 43 sont exactement les mêmes policiers et les mêmes magistrats qu'on jugé pour fait de collaboration en 45. Hein, c'est les mêmes. Donc on a cette chose-là qu'on voit en direct, et c'est ouais, c'est très très très, c'est attristant, quoi. C'est vraiment attristant, avec cette capacité des Macron de se faire que des ennemis, quoi. Parce que quand on dit aux policiers italiens, bah, en substance, on vous fait pas confiance, donc votre audition de Xavier Poussard va être surveillée par un officier de police judiciaire qu'on dépêche de Paris. Bah, si vous voulez, ils se sont encore fabriqués des ennemis, quoi. Donc voilà, pour faire simple, comme on dit, on en est là. Avec un contexte politique effectivement qui devient risqué, un pouvoir complètement fou, qui est comme vraiment, quand on est à la chasse, c'est la bête qui est à terre, et qui donne ses plus gros coups, quoi. Voilà. Acculé, totalement acculé, et dans ce cas-là, risquant de charger à tout moment. Ce qui a fait dire à un de mes correspondants, les macronistes sont une bande d'acculés. Voilà. Il faut essayer de détendre un peu, en effet, l'atmosphère. Moi, j'ai envie de la détendre, surtout par rapport à ces malheureuses personnes. C'est le moment de la coupure, dont la vie a été tracée, dont les comptes bancaires ont été épluchés, dont le moindre déplacement a été étudié, analysé. Ça, dans quelle république et dans quel pays vivons-nous pour que ce type, pour une affaire de cyberharcèlement dont la cyberharcelée non seulement ne va pas déposer directement plainte, refuse de répondre à un examen psychiatrique, et ne trouve comme seul argument que le fait qu'en effet, dans les dîners pince-fesses que le monde diplomatique peut réserver aux dirigeants politiques et à leurs époux ou épouses, eh bien, on fasse référence en effet à cette triste affaire dont, semble-t-il, les Français, eux, sont moins informés que les dirigeants étrangers. C'est dire, c'est dire. Voilà, avec une hypocrisie médiatique totale, puisque j'ai diffusé un extrait d'une émission avec Laurent Baffy et Thierry, où en fait les deux révèlent que Laurent Baffy n'a pas été invité à la remise de Légion d'honneur de Thierry Ardisson, puisque Thierry Ardisson craignait. Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Thierry Ardisson craignait. Alors, est-ce que on m'entend? Oui, 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 Xavier, on vous entend. On m'entend? C'est vous qui avez coupé, ou j'arrive pas à comprendre? Il y a eu une petite coupure du flux Internet. Vous pouvez continuer. D'accord. Donc en fait, cet échange où Thierry Ardisson et Laurent Baffy racontent que Laurent Baffy, bien qu'étant un des plus proches de Thierry Ardisson, n'a pas été invité à sa Légion d'honneur, sa remise de Légion d'honneur à l'Élysée, parce que Thierry Ardisson craignait que Laurent Baffy pose des questions, pose des questions à Brigitte Macron sur le fait qu'elle soit ou non un homme, et diffuse les vidéos sur Instagram, comme aurait pu faire effectivement Laurent Baffy. Mais ça prouve simplement que, en fait, dans le microcosme, je dirais, médiatique parisien, en fait, l'affaire vient s'intégrer parfaitement dans la conversation. C'est-à-dire que c'est même pas un sujet de conversation en soi. C'est-à-dire que l'affaire s'intègre dans la conversation comme étant quelque chose d'entendu. Et donc là, on voit aussi l'hypocrisie. Et d'ailleurs, avec un article que j'ai lu, que j'ai trouvé très triste, qui est sorti dans l'Opinion, qui raconte toute la fin de vie d'Ardisson et de Thierry Ardisson, et comment, en fait, il avait tenté de s'appuyer sur Brigitte pour revenir dans l'audiovisuel public. Donc, en fait, veut dire que quand on essaye d'être nommé dans l'audiovisuel public, en fait, la personne à cibler, hein, pour arriver à ses fins et revenir à la télévision, c'est Brigitte. Donc là, on découvre encore Oui. Voilà, parce que Thierry Ardisson, c'est un personnage d'expérience, intelligent, qui sait comment ça marche.
Donc ça veut dire qu'il avait tenté de se rapprocher de Brigitte et avait tenté de devenir le directeur de communication d'Emmanuel Macron pour les européennes de 2024, ou en tout cas de donner des conseils plus ou moins de façon informelle, avec un slogan qui aurait été quand ça marche, faut le dire. Je trouve pas ça terrible, mais enfin ça n'avait pas été retenu. Et voilà, donc en fait on voit à travers, d'ailleurs Brigitte Macron était aux obsèques de Thierry Ardisson. Enfin tout ça est très bizarre, euh, très triste. Et en fait, quand on voit la carrière de Thierry Ardisson, de se dire qu'à la fin de sa vie, bah, il était en train de quémander auprès de Brigitte Macron, de pouvoir revenir dans l'audiovisuel public, qu'il n'avait pas invité sans doute son ami le plus proche à sa remise de Légion d'honneur parce qu'il avait peur qu'il fasse des vannes sur la transsexualité de Brigitte Macron, et que finalement, enfin tout ça est, en fait tout ça est très triste. En fait, c'est vraiment une atmosphère. Enfin, à partir d'un petit événement comme ça, on peut voir toute la tristesse, la morosité du pays, quoi, puisque tout le pays devient ça dit un effet de ruissellement, quoi. Et en fait, tout est triste de haut en bas, quoi. Oui, bah c'est en effet un des éléments qu'on peut retenir. C'est-à-dire que, et puis où tous les services de l'État sont mobilisés pour cette affaire, sur lequel il n'y a pas le début de commencement d'un élément de matérialité. Et le couple en lui-même aussi qui interroge. On pourrait revenir sur la tarte d'Hanoï qui, elle aussi, est complètement sidérante. Et l'agression d'Emmanuel Macron auprès des Français ensuite. Hein, les fadas, les maboules. On a l'impression vraiment d'un pouvoir qui est en train de perdre les pédales en France aujourd'hui. Bah, qui perd les pédales, et je vous dis ce qu'il faut suivre, c'est les développements internationaux, puisque effectivement on a cet axe, je dirais Paris, Kiev, Tel Aviv, parce qu'en fait il y a un paradoxe, c'est qu'en fait personne ne prend l'Union européenne pour un interlocuteur sérieux. On voit bien que Ursula von der Leyen est nulle part, c'est-à-dire que malgré tout, voilà. Donc en fait il y a un leadership européen. Donc en fait, il faut qu'il y ait un leadership européen. Et le leadership européen, malgré tout, ça devient le dirigeant d'un pays européen. Et on voit bien que malgré tout, comme la France a l'arme nucléaire et un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, bah, du coup, l'interlocuteur européen, ça devient Macron. Et l'interlocuteur européen alternatif, c'est effectivement Giorgia Meloni. Mais jusqu'à preuve du contraire, donc en fait, Macron se sent au centre du jeu, alors qu'il est l'homme de l'Union européenne, mais il se retrouve au centre du jeu précisément parce que personne ne reconnaît l'Union européenne comme une entité politique sérieuse. Donc là, on a déjà un énorme paradoxe, et donc il se retrouve au centre de la scène sur un malentendu, et le fait qu'il se retrouve ce faisant, il réunit les conditions de devenir effectivement une cible prioritaire pour le camp de la paix aujourd'hui, puisque aujourd'hui le camp de la paix est extrêmement large, à part quelques faucons à Washington, mais qui sont aujourd'hui en retrait, et en Europe. Donc à suivre, avec effectivement un étau qui se resserre sur le plan intérieur et qui va se cristalliser sur la contestation sociale à la rentrée, avec une contestation sociale qu'on voit pas et qui me semble très intelligente, qui est en fait une contestation sociale passive, puisque les gilets jaunes ont mené finalement à des drames et à pas grand-chose. C'est-à-dire que quand même, quand on voit ces éborgnés, c'est pareil, ça n'a pas été soulevé, mais qu'est-ce qu'on aurait dit si Pasqua avait réprimé des mouvements sociaux de la sorte? Qu'est-ce qu'on aurait dit si ça avait été Valls, si ça avait été Chevènement? Donc là, on a une presse qui n'a absolument rien dit. Voilà, donc les gilets jaunes ont quand même globalement été un échec, et ce qui se prépare à la rentrée et qu'on voit poindre sur les réseaux sociaux, avec cette jonction effectivement des ZFE, des gilets jaunes et du mouvement antifiscaliste de trentenaires, c'est Nicolas qui paye, avec une résistance passive au grand pillage, me semble très intéressant. Donc suite au prochain épisode, Nicolas.
Ouais, suite au prochain épisode. Juste revenir, Xavier, sur la notion de cyberharcèlement. Même si on voit bien que il y a des investigations lourdes qui mobilisent beaucoup et qui se font à bas bruit. J'ai envie de dire que tout ça, ça se passe sans que l'opinion publique soit d'une quelconque façon saisie. Et pourtant, on interroge des comptes bancaires, on trace des personnes, le kidam, à bas bruit, voulu par le sommet de l'État, et qui n'est pas répercuté par les médias et l'opinion publique. Mais moi, ce qui me semble être aussi un des éléments les plus choquants et qui devrait normalement revenir dans l'espace public, c'est la notion de cyberharcèlement. C'est sérieux, le cyberharcèlement. On a un petit sourire en coin, et pour cause, quand vous traitez de ce sujet. Mais dans le cadre de l'éducation nationale, entre les enfants qui sont réellement cyberharcelés et sur laquelle la société fait bien peu de choses finalement, jusqu'à l'affaire Paty, où on a vu comment le laxisme en matière de cyberharcèlement pouvait conduire à la décapitation d'un enseignant, d'un professeur. Et quand on voit ce laxisme d'un côté, et pour une affaire de corne-cul, pour une affaire dont les Français disent de toute façon chacun fait ce qu'il veut de son cul, eh bien on en arrive à ça. On en arrive à convoquer des personnes qui vivent, sont obligées de vivre à l'étranger parce qu'ils ne peuvent même pas revenir dans leur propre pays, où on contrôle les personnes, comme vous venez de l'expliquer, où on cite des personnes qui sont aujourd'hui expatriées, où on empêcherait peut-être demain des médias alternatifs de s'exprimer. Mais cette espèce de deux poids, deux mesures, à un moment donné, il est extrêmement choquant. Je pense rien que les parents dont les enfants sont cyberharcelés, s'ils entendaient parler de cette affaire, honnêtement. Ah non, mais de toute façon, tout va à volo et les moyens de la République sont détournés pour réprimer. Voilà, enfin, je veux dire, on est dans l'abus de pouvoir complet. Enfin, de toute façon, c'est n'importe quoi. Ça, c'est une évidence. Mais ensuite, il y a quand même un autre danger, c'est-à-dire que concernant Zoé Sagan, qui a fait sur X ce qu'on appelle de la presse satirique, c'est-à-dire que c'est la déclinaison de la presse satirique aux nouveaux médias dits réseaux sociaux, mais qui sont des médias. Donc en fait, il a fait du travail de journaliste de presse satirique. Et moi qui ai fait un travail de journaliste d'investigation. C'est-à-dire que moi, mon travail, techniquement, ça a été une femme et une intuition, Natacha Ray. Brigitte Macron, c'est son frère. Moi, il y a deux individus, Brigitte Trogneux et Jean-Michel Trogneux. Je vais dire, bon, bah, je vais récolter des photos dans leur passé, et puis on verra bien ce qu'il en est. Et donc, j'ai récolté des photos en demandant des documents accessibles à tout public. D'ailleurs, j'ai dû faire des procédures pour les récupérer parce qu'on voulait pas me les délivrer. Et j'ai fait récupérer des documents à la Bibliothèque nationale de France, aux archives municipales d'Amiens, aux archives des Jésuites, aux archives de la Somme, etc., aux archives de la congrégation des Ursulines, aux archives de la congrégation du Sacré-Cœur. Ben, ça saurait si on menait une campagne, si on allait à la BNF pour mener une campagne de cyberharcèlement. C'est-à-dire que j'ai collecté des documents et j'ai fait analyser ces documents et j'ai raconté cette enquête dans un livre qui s'appelle Devenir Brigitte. Voilà. Donc il y a pas, donc en fait, c'est de placer la presse satirique et la presse d'investigation dans le champ, les sortir du droit de la presse pour les placer dans le champ du cyberharcèlement, c'est-à-dire qui est du pénal et passible, je crois, de 3 ans de prison, quoi. Hein, ça va loin. Et donc, en fait, les journalistes aujourd'hui mainstream qui regardent ça de loin, il faut bien comprendre que si demain Mediapart sort une information sur un homme politique et que cette information buzz sur Internet, Mediapart, ils sont sur le web, ils sont pas en print. Et l'information, elle buzz où? Elle buzz sur les réseaux sociaux. Et donc, la personne qui est visée sur l'enquête dira, mais attendez, c'est pas de la diffamation, c'est du cyberharcèlement. Et voilà. Et voilà comment on crée une jurisprudence. Voilà comment on crée un précédent pour sortir intégralement le travail de la presse et satirique. Puisque, en fait, ce qu'on a fait avec Zoé Sagan, c'était le canard enchaîné. C'est-à-dire à la fois satirique et de l'investigation. C'est exactement ça. Je fais une investigation qui est traduite sous l'angle satirique par le compte Zoé Sagan. Sans qu'on ait même besoin d'être tellement en relation, en fait, puisque mes conclusions étaient connues, et lui, ensuite, brode de façon satirique.
Et si vous sortez ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la fin de la loi de la presse de 1881, et vous sortez tout, et vous rentrez dans le champ du cyberharcèlement. Donc peut-être que demain, Rachida Dati peut se déclarer victime d'une campagne de cyberharcèlement de Libération et du Nouvel Observateur. Voilà. Et donc, en fait, on va vers ça. Et c'est ce précédent-là que crée cette procédure, sachant effectivement que l'Élysée n'a rien à dire sur le fond de l'affaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à dire sur les conclusions de mon enquête, qui ne sont jamais démenties, et même sur la vidéo de Natacha Ray et de sa voyante, où en fait ils ont joué sur des imprécisions dues au fait que ces femmes n'étaient pas familières des codes, je dirais, de l'expression médiatique. Donc ils ont joué sur des détails, et même là-dessus, ils n'ont pas réussi à obtenir une condamnation pour diffamation. Donc voilà, donc c'est la Bérésina, ils sont ridicules, ils s'entêtent. Il y a sans doute une dimension de folie en fait chez eux, et en fait je pense que cette affaire les dérange parce qu'en fait elle fait ressortir et met au jour en fait cette folie. C'est ça qu'il est, et plus cette folie est mise au jour, plus en fait, si vous voulez, c'est comme un engrenage qui peut plus s'arrêter. Donc là, on est cet été. Là, vous verrez que pendant l'été, il y aura sans doute une séquence à Brégançon. Il y aura encore un bad buzz, et je serai considéré comme donc l'instigateur de la campagne de cyberharcèlement mondial, alors qu'ils auront fait absolument n'importe quoi. Je rappelle, sur la photo qui est dans le dossier, qui est la photo en maillot de bain, où Emmanuel Macron tripote ses gardes du corps, et elle est en maillot de bain avec quelque chose dans le maillot de bain, chacun voit ce qu'il veut, je me prononce même pas là-dessus, qu'ils ont fait construire une piscine à Brégançon. Ils ont fait construire une piscine à Brégançon. Contre l'avis des monuments historiques, hein, une piscine enterrée contre l'avis des monuments historiques. En disant, on veut échapper aux paparazzi. Mais pourquoi pas, à la limite? Mais si vous faites construire une piscine à Brégançon pour échapper aux paparazzi, pourquoi vous allez faire un tour en bateau devant les paparazzi? Donc c'est pas moi qui suis responsable de ça quand même. Et à toutes les étapes, c'est ça. Donc en fait, c'est une inversion parce qu'en fait, ils ont un cerveau complètement inversé. Donc encore une fois, ils inversent. Donc en fait, cette affaire permet juste à travers un cas, d'expliquer leur psychologie retorse et inversée. Et puis c'est tout. Voilà. Et toute la France est gérée comme ça. C'est pour ça que le pays devient fou, que les gens sont placés sous stress, stress fiscal, stress social, stress sécuritaire, sur tous les plans, et qu'on peut plus rien faire dans ce pays, et que ce pays s'effondre totalement. Dernière question justement de conclusion par rapport à tout ce que vous venez de dire. Justement, c'est fou, ils inversent tout, ils se sentent persécutés, et en fait ils nous persécutent. Ils persécutent les Français, ils vous persécutent concrètement au travers ces procédures, ils persécutent tout ce qui n'est pas la parole officielle. C'est une immense entreprise de persécution. Et la persécution, ça a pour le coup, en effet, ça provoque un certain nombre de conséquences d'ordre psychique, psychiatrique, tel qu'on peut le voir aujourd'hui dans cette désespérance, cette tristesse française profonde. Voilà, donc personnellement, je suis en Italie, donc je suis pas à plaindre par rapport à mes compatriotes qui sont en France. C'est-à-dire que l'expatriation n'est pas quelque chose de spécialement réjouissant, mais dans le contexte actuel, c'est un moindre mal, je dirais. Puisque bon, pour moi, c'est pénible d'être obligé de perdre du temps, de me déplacer, etc. Mais bon, globalement, je vis pas. Si vous voulez, par exemple, je vais donner un exemple tout simple. Le service de police italien qui m'a convoqué, donc la DIGO, c'est la police politique, mais a dans ses prérogatives, parce que il y a toujours quelque chose de sympa en Italie, la sécurisation des événements sportifs. Ce qui fait qu'en fait, le bureau de la DIGOS ressemble à un clubhouse de supporters, quoi, puisque techniquement, en fait, ils passent leur soirée au stade pour sécuriser les matchs du Milan et de l'Inter, et qui est quelque chose de plutôt sympa, puisqu'en fait, il n'y a pas eu le regroupement familial, et plus les sous du Qatar pour créer le PSG, avec une situation sécuritaire qui fait que systématiquement Paris est ravagé. Donc en fait, sécuriser les événements sportifs en Italie, c'est plutôt c'est plutôt la partie sympa de leur taf, alors que en France, ça devient un cauchemar. Et en fait, sur des tas de situations comme ça, on peut mesurer à quel point
la France est dysfonctionnelle. C'est-à-dire que je voyais leur travail de sécurisation des événements sportifs, puisqu'en fait, il y a des photos dans leur travail, dans leur bureau, et je me disais, ah bon, bah voilà, c'est ça la sécurisation des événements sportifs en Italie. Et là, qu'est-ce que c'est que la sécurisation ou l'insécurisation, puisqu'en fait, il y a même plus de sécurité. C'est la finale Liverpool-Real Madrid où tout avait été ravagé. C'est la victoire du PSG en Ligue des Champions où Paris a été ravagé. C'est-à-dire que il y a comme ça, toutes les situations sont problématiques. Je vois les piscines publiques en Italie, il n'y a pas de problème dans les piscines publiques. Aujourd'hui, dans les piscines publiques en France, il y a des problèmes. Là, en ce moment, je regardais les informations, il y a des émeutes urbaines dans des villes. On n'aurait jamais imaginé ça il y a 25 ans. C'est-à-dire, aujourd'hui, Limoges, à Limoges, oui. contact en France, mais dans n'importe quelle ville moyenne de province, en fait, le centre-ville est complètement détruit, avec des migrants qui zonent. On sait même pas d'où ils viennent, des Afghans, des Érythréens, des drogués. Enfin, on est dans des situations de danger public. C'est comme Nantes. Cette ville s'est complètement effondrée avec une mairie écologiste qui a commandé une gare à 40 millions en verre, mais sans la clim, avec un dispositif un dispositif de refroidissement, n'importe quoi. Et finalement, dès qu'il y a eu une vague de chaleur, il faisait 50 degrés dans la gare, donc les commerces étaient fermés et la gare a été fermée. Enfin, on est chez les dingues, rien que sur l'épisode de la climatisation. Je veux dire, tous les pays du Golfe, d'Asie du Sud-Est vous disent la climatisation, c'est la plus grande invention du XXe siècle, puisque c'est cette invention qui nous a permis, en fait, d'avoir un cadre de travail équivalent à celui des pays tempérés. C'est-à-dire de pouvoir travailler comme les Européens, alors qu'on ne pouvait pas le faire, puisque dans nos pays, il faisait 35, 40 degrés en permanence, ou avec des taux d'humidité, etc. Donc, la climatisation a permis le développement des pays du Golfe, a permis le développement des pays d'Asie du Sud-Est, et en France, on nous explique que la climatisation, c'est d'extrême droite. Mais enfin, je ne sais pas si les Français mesurent à quel point on est chez les fous. On est chez les fous furieux. On est chez les fous furieux. Donc il faut que ça cesse. Il faut que il y a une prise de conscience. On le voit quand même dans la population. Malheureusement, il n'y a pas cette prise de conscience dans les élites. On est complètement prisonnier de cette caste qui se cache et dont le paratonnerre est cette espèce de couple infernal qui a complètement pété les plombs et qui effectivement engage des procédures qui sont ridicules et qui en plus leur reviennent systématiquement dans la figure, comme l'appel du procès en diffamation de Natacha Larry et Amandine Roy. Donc voilà, donc il faut à la fois c'est drôle, en même temps c'est triste, en même temps c'est dangereux. Enfin on est un peu partagé, mais en tout cas l'époque est intéressante puisque l'histoire au niveau international s'est quand même remis en marche et comme toujours dans les périodes de grands basculements historiques, la France va connaître des épisodes violents. Hein, nous, on a eu l'épuration, hein, c'est-à-dire que que ce soit en Italie ou en Hollande, il y avait les Allemands et puis ensuite il y avait les Américains. Nous, on a eu l'épuration quand on est passé quand il y a eu nous, on a eu les guerres de religion, il y a eu la Révolution française, c'est-à-dire que dans toutes les périodes de basculement, la France connaît des périodes de troubles et de violence. On est un pays comme ça, traversé par des mouvements très profonds. Et donc, effectivement, il faut se dire, pour une fois, l'histoire s'est remis en marche alors qu'on on nous avait vendu la fin de l'histoire, etc., avec le monde unipolaire, néolibéral et cet ordre qui devait conduire à un gouvernement mondial. Bon, ça s'est cassé. Donc, l'histoire se remet en marche, point positif. Et point négatif, à chaque fois qu'il y a des grands basculements, la France sombre dans des périodes d'extrême violence. Donc, c'est là-dessus, je pense qu'on peut conclure. C'est là-dessus qu'on va conclure. Cette analyse de la situation politique à travers, effectivement, cet exemple à la fois drôle mais révélateur de l'affaire Trogneux. Merci beaucoup pour ces témoignages, pour toutes ces informations. Une émission qui était essentielle, dont j'espère qu'elle aura énormément en plus du très grand nombre de personnes qui suivent actuellement en direct sur l'ensemble des réseaux, beaucoup de repartages évidemment, parce que à bas bruit, il y a quelque chose qui est une opération d'État tout à fait dégueulasse, qui s'exerce contre un certain nombre de personnes.
et aucun effet médiatique. Eh bien, elle mérite, puisque finalement, elle utilise l'ensemble des leviers de l'État, d'avoir la plus grande médiatisation possible, et c'est ce qu'on souhaite justement. Et c'est ce qu'on souhaite aussi à Xavier Poussard, qu'on le sache, qu'on se sache aussi ce que les gens vivent les uns les autres actuellement. Merci pour votre courage et merci pour ce témoignage. Pour votre courage, Nicolas, parce que le courage, il est bien plus de votre côté que du mien, parce qu'effectivement, vous êtes sur le territoire national et merci à GPTV donc qui a couvert l'affaire depuis le début. Et merci à tous les médias qui couvrent cette affaire. Et puis suite au prochain épisode et puis gardons espoir avec effectivement des choses qui sont en train de se structurer pour la rentrée, qui me semble très intéressant, ce concept de résistance passive et de vraie convergence des luttes, pas au sens gauchiste du terme, mais de convergence des luttes entre Gilets jaunes et Nicolas qui paye, c'est-à-dire le ras-le-bol fiscal des trentenaires, des classes moyennes supérieures, urbains, ça me semble effectivement très intéressant. Merci beaucoup Xavier Poussard pour cette matinale de géopolitique profonde et à très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.